j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu que depuis le début de semaine, je publie des posts vraiment concentrés sur un seul et même auteur, et Valentin Auverx, auteur du Temps d'une étoile, mon livre absolument favori, tout ça. Je vous mets dans le petit i le lien vers la vidéo où je vous parle de mon livre préféré au monde, même si je vais vous en reparler un petit peu aujourd'hui. Mais bon, si vous voulez en avoir encore plus envie, allez quand même voir cette vidéo. Donc en plus de mon contenu sur Instagram, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo consacrée à tous les livres que j'ai lus de l'auteur. Je les ai même pas tous lus en plus, mais j'en ai lu pas mal. Et en fait c'est une semaine consacrée à Valentin Auverx sur mes réseaux sociaux, parce que c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Avant j'en étais lectrice, maintenant j'en suis aussi bêta lectrice pour ses derniers livres. Un auteur auto-édité, donc il n'a pas nécessairement la même visibilité que les livres qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux. Et pourtant ces livres sont absolument grandioses, incroyables, magnifiques. Et à travers cette semaine, j'ai envie de vous faire découvrir son univers et peut-être vous donner envie de faire partie de ses lecteurs et de ses lectrices. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite annonce qui va arriver pour la fin de semaine. Voilà, petit spoil. Du coup dans cette vidéo le but c'est que je vais vous présenter quand même de manière assez brève les romans de l'auteur que j'ai lus. Pourquoi? Parce que sinon la vidéo elle va être très longue et vous me connaissez, les vidéos longues sur ma chaîne c'est pas ce qu'on retrouve. Et le but c'est vraiment de vous présenter ces livres, à savoir que je vous spoil direct, je les ai tous adorés, aimés, tout ce que vous voulez. Le but c'est aussi de vous présenter les différents univers dans lesquels l'auteur s'illustre, parce qu'il n'est pas cantonné à un seul genre, et c'est aussi ça que j'apprécie, c'est qu'il se lance des défis, il est fait, il est réussi, et ça j'adore. Et du coup on va commencer tout de suite. Avant de commencer à vous présenter les livres, je dois vous faire un petit disclaimer. Là je vais vous présenter les livres que moi j'ai en ma possession. L'auteur a eu une petite manie, c'est de changer les couvertures de ses romans. Donc c'est pas parce que je vous montre des livres avec des certaines couvertures que c'est ce que vous allez retrouver sur internet, sur son site internet, ou si vous avez l'intention de vous le procurer. Logiquement vous n'aurez pas les mêmes couvertures que moi, parce que moi j'ai généralement les premières couvertures. Pas pour autant que le livre est moins bien, mieux selon la couverture. À l'intérieur ça reste exactement le même texte, voilà. Petit disclaimer, maintenant on va pouvoir commencer. Et on va entamer cette vidéo par le temps d'une étoile, hein, parce que voilà, j'étais obligée. Et puis je vous ai consacré un post dessus lundi sur Instagram. Du coup, le temps d'une étoile, cette beauté. Alors personnellement, c'est une couverture que j'adore, mais effectivement, ce n'est pas celle que vous retrouvez, mais elle est quand même grave cool, celle-ci. Et alors, celui-ci, c'est un livre de science-fiction, mais je l'appelle aussi ovni littéraire. Parce que, alors oui, c'est de la science-fiction dystopie, puisque ça se passe après un événement apocalyptique. Mais pour autant, c'est pas que ça selon moi. Pour moi, il y a vraiment des pensées un peu philosophiques dedans, c'est très poétique dans le discours. Et en même temps, il y a une petite dénonciation de la société, tout ça, mais en même temps. Les livres de dystopie sont en partie faits pour ça. Mais du coup, pour moi, c'est un ovni littéraire, mais grosso modo, vous pouvez vraiment le catégoriser dans la catégorie dystopie. Et dans ce livre, on est en 2518 et on va suivre Elio, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vit sa vie de manière assez lambda. Il n'a pas de réelle passion. Il est professeur, me semble-t-il. Ça fait longtemps que je l'ai lu, je suis désolée. Et puis il fait sa petite vie, tout ça, avec son robot de compagnie, puisqu'en 2518, on a des robots de compagnie et ça c'est plutôt cool. Ou pas, vous verrez bien. Et en fait, dans ce monde, il y a une limitation d'âge et au-delà des 40 ans, tout le monde meurt. Bon, ça très triste, surpopulation, tout ça, il fallait bien trouver quelque chose. Sauf que notre Elio, qui me semble-t-il a à peu près 25 ans quand son aventure commence, il pense qu'il a 15 ans devant lui, sauf que tout compte fait durant l'histoire, plus on avance dans ce récit, et plus la moyenne d'âge diminue, cette fameuse limite où tout le monde meurt, elle passe à 39, à 38, puis elle baisse encore et encore. Ce qui fait qu'Elio n'est au final plus si loin de la limite d'âge et il ne sait plus trop quoi faire, jusqu'au jour où Asteria arrive dans sa vie. Alors moi c'est un livre que j'avais découvert sur Wattpad, que je n'avais pas fini puisqu'entre temps l'auteur l'avait enlevé de Wattpad vu qu'il l'avait auto-édité, je crois que c'est un truc comme ça. Mais du coup je lui avais demandé si je pouvais recevoir son livre. Il avait volontiers accepté ma demande et du coup j'ai reçu ce bébé entre mes mains. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits post-it parce que j'ai des petites citations pépites. Et déjà juste pour vous donner envie, moi la phrase d'accroche c'est: si vous ne lisez pas ce livre, s'il vous plaît, donnez-le à quelqu'un qui le fera. Et ça, je trouve juste ça absolument remarquable. Et bien sûr que je vais lire ce livre juste pour savoir ce qu'il y a dedans. Et à la première page du roman, il est dit: et si je vous disais que ce livre a été écrit bien plus tard,
en 2518 par exemple. Impossible, me répondez-vous. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas savoir. Non, pas avant de l'avoir lu. Et là, c'est bon, j'étais conquise, j'étais obligée de le lire en fait, ce livre. Et forcément, je l'ai adoré. Et je l'ai lu maintenant, il y a 2 ou 3 ans, me semble-t-il. Et c'est toujours mon livre préféré. Pourquoi? Pour tout ce qu'il incarne. Valentin Verse a une plume absolument remarquable. Je vais vous le dire à chaque fois que je vais vous parler d'un livre, hein, mais déjà, je trouve que c'est dans ce livre-là que sa plume s'illustre le plus, en tout cas à mon sens. Celui qui m'a le plus parlé. Après, c'est le premier que j'ai découvert aussi, donc je pense qu'il m'a d'autant plus impacté et d'autant plus marqué. Et il a une plume vraiment très très belle, très poétique. Pour moi, c'est son histoire la plus poétique dans toutes celles que j'ai lues. Et c'est vrai qu'il a vraiment adapté, je pense, sa plume à la thématique. Et le tout est vraiment grandiose. C'est très beau à visualiser comme histoire déjà, parce que la limite est matérialisée par une lumière, un flash. Et c'est vraiment remarquable à imaginer. Ça apporte de la lumière dans la vie monotone d'Elio. Et en fait, il y a ce contraste entre quelqu'un de totalement lambda et un événement si lumineux et en même temps si terrible. Le contraste est aussi là. Et vraiment, c'est vraiment un choc de deux comportements, de deux mondes. Je sais pas exactement comment m'exprimer, mais du coup, ça match hyper bien. Et en fait, on passe de quelque chose de très terne, assez morne au final, à quelque chose de lumineux qui apporte de l'action, du mystère et qui amène au dénouement de cette histoire. Et entre-temps, il y a un personnage qui arrive, donc cette fameuse Astéria, qui va chambouler la monotonie de la vie d'Elio. Et tout va se lier à un moment. Et juste, c'est une pure merveille, une pure beauté ce roman. Et je vous le recommande absolument. C'est un one-shot, entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Si vous voulez lire une merveilleuse dystopie avec une plume absolument remarquable, s'il vous plaît, lisez Le Temps d'une étoile. Quand je vous disais que Le Temps d'une étoile est un livre one-shot entre guillemets, c'est que l'auteur a décidé d'écrire 3 nouvelles dans le même univers. Personnellement, j'en ai que 2 en ma possession et j'en ai lu que 2. Mais à savoir que depuis, dans cette manie de vouloir changer de couverture, il a aussi fait un recueil de nouvelles où vous retrouvez les fameuses 3 nouvelles. Donc il a déjà ce recueil qui s'appelle Demain avec les 3 nouvelles, mais il y a aussi un recueil de nouvelles qui s'appelle Agonie où il y a les 3 nouvelles Demain plus Le Temps d'une étoile. Voilà, je vous donne toutes les infos. Du coup, parmi les 3 nouvelles qui cohabitent dans le même univers que Le Temps d'une étoile, on a Demain les hommes, Demain tout recommence, et je crois que le 3e c'est Sur les traces de demain que je n'ai pas lu et que je n'ai pas dans ma possession. Encore une fois, ces couvertures là, je crois qu'elles sont obsolètes. Et alors du coup, quand je vous dis que c'est dans le même univers que ça, en fait chaque nouvelle ou livre se passe à des décennies différentes, voire des siècles différents. Et chaque nouvelle est un événement apocalyptique qui au final va amener au dénouement qui se trouve dans Le Temps d'une étoile que je viens de vous présenter. Je crois que le premier en termes de chronologie c'est Demain les hommes. Ensuite je crois que c'est Demain tout recommence et enfin c'est Sur les traces de demain. Le tout se passe avant Le Temps d'une étoile, à savoir que les livres peuvent se lire totalement séparément. Vu qu'on ne suit absolument pas les mêmes personnages, les mêmes univers, c'est juste qu'à chaque fois qu'on lit celui d'après, on fait référence aux actions qui se sont passées avant et du coup on connaît le dénouement grosso modo de celui d'avant. Dans Demain les hommes, on va suivre un homme qui est en quête du pouvoir ultime, on va dire, et ça va l'amener à sa perte à lui potentiellement, et aussi potentiellement à celle de l'humanité. Et dans Demain tout recommence, donc qui se passe après comme je vous le disais, on va suivre une femme qui a été enfermée dans un bunker toute sa vie. Elle a grandi dans un bunker et un jour elle va sortir à la surface que potentiellement la Terre est de nouveau vivable. Sauf potentiellement peut-être que des humains sont déjà sortis de bunker avant elle, mais peut-être qu'il n'y a pas que des humains qui l'attendent. Ce sont 2 nouvelles dystopiques dans des univers très différents. Celui-ci est beaucoup plus noir, voire gore, mais personnellement c'est celui des 2 que j'ai le plus apprécié. En fait pourquoi je préfère celui-ci, c'est qu'il est vraiment centré sur la condition humaine et la reconstruction du monde, alors que lui il est concentré sur un seul et même homme et sa quête de pouvoir, comment il souhaite atteindre son but. Et c'est vrai que je préfère cet univers là que celui-ci. Pour autant ce sont 2 nouvelles absolument splendides qu'il vous faut lire absolument. Ensuite nous allons passer à Petite Zombie, qui encore une fois a changé de couverture, et celui-ci c'est un livre beaucoup plus réaliste
En tout cas je pourrais mettre des guillemets sur réaliste hein, parce que c'est quand même, c'est une histoire assez glauque. Suivre la petite Méloé et cette petite va se réveiller enfermée dans un cercueil sous terre. Elle panique forcément, c'est un comportement normal dans ce genre de situation et en fait pas mal d'animaux sous terre vont l'aider à sortir d'abord de ce cercueil puis potentiellement de retrouver la terre ferme. Elle va se faire des amis, des ennemis sous terre. Les différents animaux vont interagir entre eux, peut-être que certains sont des alliés, d'autres ne le sont pas, voire sont ennemis. Et parallèlement à ça, on va comprendre que les parents de Méloé sont en pleine séparation. Et on va avoir ce récit en deux temps, ce récit en deux voix. Un très réaliste, très terre à terre sur la séparation de parents suite à des événements très graves qui ne devraient pas arriver. Et d'ailleurs à la fin du roman il y a des numéros d'urgence, il y a des disclaimers par rapport à cette thématique qui est très dure et pourtant qui est importante de mettre en valeur dans des récits puisqu'elle est réelle et qu'il faut en parler malheureusement parce qu'elle est réelle. De l'autre côté on est dans un univers un peu plus fantastique, un peu à la Alice au pays des merveilles, de cette jeune fille qui se retrouve sous terre, arrive à communiquer avec des animaux qu'il ne comprend pas pourquoi elle est là, qui essaie de sortir et qui potentiellement va comprendre qui elle est à travers cette quête qui l'amène vers la sortie. C'est un très très beau récit qui heurte, qui fait mal, qui fait réfléchir et qui en même temps est très beau en certains points par rapport à certaines relations qui y sont dépeintes. Et c'est un univers j'ai rarement lu au final dans des livres parce que c'est vrai que ces deux thématiques par rapport à ces deux récits en un récit c'est assez énigmatique et assez assez peu vu au final dans la littérature et c'est ça vraiment que j'ai beaucoup aimé. Alors oui il est impactant, oui il peut faire mal, oui certaines scènes sont assez étranges et glauques mais pour autant c'est un livre qui est magnifique, qui est très beau et que je vous recommande. Voilà. On va passer au livre que je n'ai plus découvert en tant que lectrice mais en tant que bêta lectrice. Donc disclaimer, je n'ai pas lu les versions finales. J'ai lu les versions que l'auteur m'a envoyées sur lesquelles j'ai été plus ou moins gentille. L'auteur vous dira moins que plus hein. Et, et du coup il a apporté des modifications suite à mes annotations et je n'étais pas la seule bêta lectrice donc suite aux annotations d'autres personnes, mais pour autant je connais les univers globaux de ces trois livres que je vais vous présenter et du coup bah voilà. Et du coup vous ne connaîtrez toujours plus cette couverture mais on va partir sur La Fleur d'Attica. Cette fois-ci est une dystopie pure et dure qui est absolument admirable. En fait dans ce livre on va suivre Light qui est un criminel qui vit aux États-Unis et il va être jugé coupable et en fait quand c'est comme ça dans la société dans laquelle on est à ce moment-là précis, on ne va pas nécessairement en prison. En fait, on est amené à être mort vu qu'il y a des problèmes de surpopulation. Cependant, avant de passer sur la chaise électrique ou ce genre de choses, en fait, il y a un programme qui s'appelle la dernière volonté. Et le but, c'est que les criminels aillent dans ce programme pour peut-être se pardonner, essayer de partir de manière plus humble, en confiance et en accord avec soi-même. La société essaie de nous faire croire, hein, parce que derrière ce genre de programme, forcément se cache une vérité bien plus sombre vis-à-vis de l'utilité de ces criminels. On va pas se mentir. Et du coup, Light va partir dans la Fleur d'Attica, qui est en fait une prison huis clos avec beaucoup de criminels. Et en fait, c'est une prison qui n'en a pas nécessairement l'air comme ça, puisque en fait il y a un centre avec plein de commerces, des restaurants, les gens, enfin les criminels peuvent y travailler, il y en a un qui tient le bar du coin, il y en a un qui tient le salon de coiffure, ce genre de choses. Parallèlement il y a les différents pétales, là où dorment les différents criminels selon une couleur, selon leur crime en fait. Il y a des criminels plus ou moins importants qui sont enfermés là-dedans et là il va se retrouver là-dedans et au départ il veut pas interagir avec les gens, lui il veut juste partir en fait. Et c'est vrai que le programme Dernière Volonté, il n'en voulait pas nécessairement parce que ça le fait vivre plus longtemps, ça le fait remuer ce qu'il a fait. En fait il a pas envie d'attacher aux gens et puis au final il va s'attacher à certains gens. Et puis ensemble ils vont peut-être essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui se trame dans cette Fleur d'Attica. Et peut-être que la vérité n'est pas
n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Peut-être que ce que fait croire la société vis-à-vis des criminels enfermés là-dedans, c'est pas exactement ce qui se passe dans la réalité. Avant de vous donner mon avis sur ce livre forcément exceptionnel, je tiens à dire que l'auteur vient de sortir une nouvelle qui s'appelle Remove et qui se passe 7 ans avant La Fleur d'Attica, qui est sur un autre projet développé en parallèle à La Dernière Volonté. Voilà. C'est une nouvelle que je n'ai pas encore lue, mais voilà, dans le même univers, donc je tenais à vous le signaler. La Fleur d'Attica, bah je l'ai adorée. Déjà c'est une vraie dystopie pure et dure en one shot, encore une fois, même s'il y a encore Remove en tome compagnon, si on peut dire. Et l'univers est tellement bien développé en un seul et même et unique tome, et c'était juste trop bien. La force de ce récit, ce sont les personnages. Il y a un personnage en particulier qui amène énormément de sagesse dans ce récit, que j'ai particulièrement aimé, mais j'ai aussi beaucoup aimé Light et encore d'autres personnages. Et je veux pas vous en dire davantage pour ne pas vous spoiler l'histoire. C'est pas du tout parce que je me rappelle plus des prénoms des personnages, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas le but, hein. C'est pas ça du tout. En fait, ce qui est beau dans ces personnages, c'est que bah, de base, on veut pas s'attacher à eux parce que ce sont des criminels et pour certains, ils ont fait des trucs, même pour tous, ils ont fait des choses absolument atroces et on veut pas s'attacher à eux. Mais au final, on les découvre, on suit leur histoire, on découvre au final aussi leur passé à travers La Fleur d'Attica. Et malgré que ce soit des criminels, bah on s'y attache, on les aime. Quand on apprend que c'est leur dernier jour et que la finalité, bah, elle est inévitable, ils vont décéder, ils vont mourir, ils vont se faire abattre, tuer dans cette Fleur d'Attica, et bah ça nous... Enfin notre cœur il se serre nécessairement et ça fait un mal de chien parce que c'est incroyable ce que l'auteur a réussi à faire, de nous faire aimer des personnages aussi abjects et qu'on ne veuille pas qu'ils meurent. Et c'est super bien fait et waouh en fait, et c'est absolument génial. Et le décor aussi, enfin la Fleur d'Attica, c'est un truc de malade mental, c'est super bien fait. C'est censé être une prison et on voit toutes les caractéristiques de la prison et en même temps c'est aussi mélangé avec un parc d'attractions pour que bah, ces criminels qui sont en dernière volonté puissent vivre leurs derniers instants de vie de manière relativement noble. Et ce contraste entre prison et parc d'attractions, il est juste absolument génialissime et super bien construit. Et les rebondissements sont absolument incroyables. L'arrivée de certains personnages, l'arrivée de certaines révélations et le final. Je suis amoureuse de ce final. Et franchement, c'est une dystopie en one shot qu'il faut absolument lire. Elle est trop bien, elle est géniale. Je me suis régalée. On va finir avec les deux derniers livres que je vous ai présentés la semaine dernière dans mon book haul, et on va commencer avec Derrière les nuages se cache le soleil. Là encore il a changé de couverture, j'adore la nouvelle, je suis presque triste de pas avoir la nouvelle, je vous avoue. Elle a changé très vite en plus, hein, c'est mesquin ça. Du coup ce livre n'est pas réellement de la fiction, enfin l'histoire est fictive mais c'est un livre de développement personnel. La première fois que l'auteur s'essaie à ce genre et ça a super bien fonctionné. Et en fait le but dans ce livre c'est de, bah, si on veut réussir quelque chose, si on veut atteindre nos objectifs, et bah ça va pas arriver tout seul d'un coup. Il faut de la niaque, il faut de la volonté et il faut savoir se donner les moyens de réussir. Et je trouve que l'auteur a vraiment réussi son pari de nous faire dire, bah oui, si tu veux réussir ça, bah peut-être que tu devrais faire comme ça et pas uniquement bah, attendre que ça arrive tout seul sans que ce soit un discours moralisateur. Il arrive quand même à faire comprendre ses messages et en fait de la manière dont c'est raconté, en fait on suit une jeune femme qui fait l'autostop sur la route, qui va croiser un monsieur qui va la prendre en autostop et en fait ils vont juste avoir un dialogue, une conversation. Ce monsieur a de l'expérience, il raconte à cette femme bah, son point de vue sur la question et en fait justement le fait que ce livre de développement personnel soit basé sur un dialogue entre deux inconnus, et bah la forme elle est vraiment très judicieusement bien trouvée et du coup c'est impactant et ça nous parle et on a vraiment l'impression que ce chauffeur nous parle à nous en fait. Et bah, je vous avoue que des fois je me suis pris, j'ai eu l'impression en tout cas de me prendre quelques pics dans la tronche et de me dire bah c'est à moi qui parle ou c'est au personnage en fait, parce que bah, c'est grosso modo la situation dans laquelle je me trouve. Et oui, je fais semblant de rien, oui, j'attends que ça arrive, alors que bah non, Jeanne, fous-toi un coup de pied où je pense et fais-le par toi-même. Ouais, ce livre est très très bien foutu. Je l'ai lu aussi à une période, bah, je pense, où j'en avais besoin, c'est-à-dire au moment où j'écrivais la fin de mon histoire, de mon roman, qui, je l'espère, un jour sera publié, mais on n'en est pas là.
Ouais, il m'a aidé, il m'a fait comprendre que potentiellement j'avais pas nécessairement besoin que de livres de fiction et que des livres de développement personnel pour me repousser dans mes retranchements et m'aider, je sais pas, mais m'aider dans ma perception de ma propre vie. Et vraiment ce livre m'a été essentiel à un moment de ma vie où je pensais pas que j'en aurais besoin et au final il s'est imposé à moi et il a bien fait ce petit. Donc je sais pas si comme moi vous lisez surtout de la fiction ou si vous essayez au développement personnel, je sais qu'il est de plus en plus répandu notamment sur les réseaux sociaux. En fait ce livre m'a donné envie d'en lire d'autres de développement personnel, de lire aussi la non-fiction au final et surtout de me donner les moyens pour réussir. Et je pense que c'était le pari de l'auteur et sur moi ça a fonctionné, le pari est gagné. Cette vidéo est bientôt terminée, ne vous inquiétez pas, mais j'espère quand même que vous passez un très bon moment. Je vais finir avec un livre dont la couverture n'a pas encore changé. Je pense que c'est le seul et j'espère qu'elle va pas changer parce que personnellement je l'adore. Je vais finir avec un tome 1 et c'est le tome 1 d'Équivalence à l'aube du déluge. Cette couverture, je l'aime beaucoup et c'est un tome 1 de fantasy. Alors là arrive le moment de la vidéo où je ne suis plus sûre de moi du tout parce que faire un résumé de ce livre est un exercice contraignant. Surtout que l'auteur n'a pas trop aidé avec sa quatrième de couverture un peu trop énigmatique. Merci Valentin. Je vais choisir de prendre le contre-pied de la quatrième de couverture et d'avoir un résumé un peu plus terre à terre avec ce qu'on va trouver dans ce récit. Et en fait dans ce récit on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mélibée qui est dans une sorte de pensionnat internat et grosso modo elle l'aide à la préparation, à la cuisine, au ménage avec plein d'autres jeunes filles de son âge. Sauf qu'elle a une caractéristique physique, c'est qu'elle a les yeux très bleus. Dans le monde dans lequel elle vit, les yeux bleus sont attribués à une certaine peuplade et elle est vue un peu comme une ovni aux yeux de tous. Un jour, elle va rencontrer Sirius, qui est un roi, une personnalité absolument très importante, et qui va la prendre sous son aile, parce qu'il se reconnaît un peu en elle, ses fameux yeux bleus, c'est son peuple à lui, et du coup ça le touche particulièrement, elle ne comprend pas pourquoi elle est dans une situation aussi pauvre. Et en fait, cette jeune Mélibée a peut-être une force intérieure en elle qui est à décupler, qui est encore secrète. On va découvrir que Mélibée n'est pas simplement Mélibée l'orpheline, mais qu'elle est la réponse de quelque chose de beaucoup plus grand qui dépasse sa propre existence. Et autant vous dire que ça va envoyer du lourd. Vous lisez la quatrième de ce livre, vous n'aurez pas du tout le même résumé que je viens de vous donner. C'est voulu de ma part, à savoir que les deux se complètent. Ce livre, je l'ai bêta lu avec Anaïs de Jabber the Reader août, septembre, octobre, peut-être novembre, je ne sais plus. Et c'est une tuerie, une pure merveille. Vous me connaissez peut-être, je suis pas la plus grande lectrice de fantasy. Et ce livre est absolument incroyable. L'univers décrit, il est très visuel, très caractéristique en fait. Enfin, il pourrait se reconnaître. J'ai l'impression qu'il pourrait faire partie des univers connus de tous, comme Poudlard, comme Gwendalavir, comme Anima. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très fort ce qu'il a réussi à créer l'auteur. Et je trouve ça absolument remarquable. Alors oui, pour tous les fans de fantasy, il y a une question que vous vous posez et je vais répondre par la positive. Il y a effectivement des cartes dans ce roman. Je parlais donc de l'univers qui est absolument incroyable. On passe de différents décors en décors et c'est juste absolument remarquable. Tous les décors, toutes les caractéristiques à chaque paysage qu'on retrouve, c'est vraiment très très beau. On fait comme un road trip à travers toute la région qu'a créé l'auteur et on passe de château à forêt, à autre chose encore, à petit village et c'est juste super beau. Parfois j'avais un peu l'impression d'être dans Zelda Breath of the Wild qui est un jeu vidéo que j'adore, que je ne sais pas y jouer mais que j'adore tout simplement. Et ouais, visuellement c'est un très très beau récit, surtout qu'il y a des créatures fantastiques, des mi-humains, mi-autre chose aussi. Et c'est vraiment un univers qui est très très bien foutu, très riche. Enfin, visuellement je le vois très bien en film, en série, je vois très bien comment ça peut rendre et c'est juste du bonheur pour les pupilles, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis autre force de ce roman, hormis le décor, hormis la plume, je fais que de vous rabâcher de la plume de l'auteur depuis tout à l'heure, mais forcément elle est incroyable dans celui-ci, d'autant plus dans celui-ci, pour moi il arrive presque à autant d'une étoile en termes de beauté visuelle et de technique de plume, tout ça. Et franchement incroyable, mais aussi la force de ce récit, ce sont les personnages. La petite Mélibée qui
arrive en tant que jeune orpheline qui ne connaît rien à la vie et qui signe, je sais pas comment vous dire comment elle finit dans ce tome 1, mais elle a tellement grandi en un seul tome et son évolution est absolument belle et remarquable et c'est juste un truc de dingue. On a le personnage de Sirius qui est aussi un personnage très très important, qui a un côté un peu méchant mais qui est en même temps très paternel, très sage avec Mélibée, et c'est vraiment très très beau à voir leur relation ensemble. On a d'autres personnages qui arrivent par la suite dont je tairai les noms et dont je tairai les rôles parce que pour découvrir cette histoire vous avez juste besoin de connaître ces deux-ci et j'ai pas envie d'aller plus loin pour ne pas vous spoiler l'histoire. Et juste pour vous dire que ces deux personnages là sont là, ont une belle relation entre eux, mais qu'il n'y a pas que. Il y a une tonne d'autres personnages plus ou moins importants, plus ou moins impactants, mais qui ont tous vraiment un rôle qui leur est propre et qui impacte la suite de l'histoire. Et juste découvrez cet tome 1 de fantasy. Je sais qu'en ce moment c'est le mois de la fantasy. Si votre pal n'est pas totalement finalisé, essayez de glisser cet ouvrage dedans parce que c'est juste une merveille de la fantasy qui mérite tellement, tellement, tellement de lecteurs, tellement ce livre est beau, incroyable, saisissant, impactant, remarquable. Et ce livre est si bien que l'auteur m'a proposé d'en faire un concours. Alors ce concours ne sera pas disponible sur ma chaîne YouTube, il sera disponible dimanche et ce pendant une semaine sur mon compte Instagram. Du coup n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, fin de semaine va y avoir cette petite surprise. Du coup dimanche vous aurez l'opportunité de gagner et de recevoir un exemplaire papier de cet ouvrage. Toutes les modalités seront sur le post Instagram, vous aurez une semaine pour participer. J'espère sincèrement que vous serez nombreux et nombreuses parce que ce livre vaut le détour et j'espère que je vous ai donné envie de le lire. J'espère vous retrouver sur Instagram à n'importe quel moment mais particulièrement dimanche. Et voilà, j'ai commencé cette vidéo pleine d'énergie. Là je vous avoue que je suis un peu lessivée d'avoir... j'espère donner de l'enthousiasme dans cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que c'est la vidéo qui me tient le plus à cœur de ma chaîne et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai conscience qu'elle est plus longue que d'habitude, même si j'avais dit que je ferais court au début, j'ai pas réussi. Et je m'en excuse pour les habitués du format court. Je sais que certains d'entre vous mettent en x2 et la vidéo sera peut-être aussi longue que d'habitude en x2. Mais j'espère sincèrement vous avoir donné envie de découvrir les ouvrages de Valentin Verse qui sont tous des pépites, chacun dans leur thématique et dans leur genre littéraire. S'il vous plaît, soyez curieux et découvrez cet auteur auto-édité. Que le monde de l'édition n'est pas fait que des livres publiés en maison d'édition, même si j'en lis et je les adore. Il y a aussi des pépites qu'on peut retrouver dans les auteurs auto-édités et Valentin Verse en fait vraiment partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà cet auteur, quel livre de Valentin vous avez déjà lu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos et notamment mon lien Instagram pour pouvoir participer au concours s'il vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.